Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui en compagnie d'un nouvel invité. Je vous présente Guillaume. Alors je suis super content d'être là, Martin. Aujourd'hui, on vous parle de Arena de Contest et mon aventure qui m'a mené à pledger ce jeu-là. Alors, Arena de Contest, c'est parti. Alors, vous avez été nombreux à nous demander la vidéo de Arena de Contest. J'ai heureusement un associé qui a eu la chance de contribuer à la première campagne. Alors, je vais commencer par demander à Guillaume de se présenter à nos abonnés, puisque c'est la première fois que tu apparais sur la chaîne. Alors, grand fan de la chaîne, et puis je suis partenaire au Randolph Centropolis de Martin. Je suis un joueur de longue date. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que je joue. Typiquement, je viens plus de l'euro, donc tout ce qui est cube en bois, jeu très symétrique, jeu de gestion de ressources. Cube en bois, hein? Et aujourd'hui, justement, on est là justement pour parler de l'aventure qui m'a amené à contribuer à ce jeu-là et finalement à qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc c'est avec grand plaisir que je me joins à toi aujourd'hui pour donner mon opinion sur ce jeu-là. Je vais commencer par dire que les propos de Guillaume ne reflètent pas nécessairement ce que pense la Société des Jeux, parce que Guillaume t'a fait un sacrilège sur ce jeu-là et je vais te laisser te l'expliquer. Alors, pour ceux qui ont peut-être suivi la campagne d'Arena de Contest, vont peut-être savoir que c'est plusieurs boîtes de matériel, de plateau, il y a un artbook, il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Alors, ce qu'on voit sur la table, c'est tout ce qui en reste, parce que tout le reste, je l'ai jeté au vidange. On parle d'à peu près 800 cartes. Des murs de plastique, un fanbook et des boîtes et des boîtes et des boîtes. T'avais fait le all-in? J'avais fait le all-in. Faut savoir que comme probablement plusieurs de tes abonnés, j'ai ce qu'on appelle le fear of missing out, donc la peur de manquer certains aspects du jeu. Donc moi, quand j'ai été à contribuer à ce jeu-là, j'ai vraiment mis all-in toutes les figurines, toutes les extensions, toutes les cartes, toutes les... Et je dois dire que, pour le bénéfice de nos auditeurs, que c'est le premier jeu pour lequel tu contribues sur Kickstarter en plus. Effectivement. Ayant un grand background de jeux de société, ça fait longtemps que je suis beaucoup de campagnes sur Kickstarter, mais je me suis jamais lancé. Donc, plus tard dans la vidéo, on va expliquer pourquoi, qu'est-ce qui m'a amené à contribuer à ce jeu-là en particulier et qu'est-ce qui a mené à ma déception, puisque, comme je l'ai dit, j'ai jeté pour à peu près 300 $ US de matériel. Donc, voilà. Je suis curieux de savoir, mais on va tout de suite sauter dans le vif du sujet parce que tu as jeté du matériel, mais tu en as conservé. Donc, ce qui t'a attiré sur le projet, c'était les figurines, mais aussi le phénomène d'arène. Effectivement, grand fan de jeux vidéo du genre de Final Fantasy Tactics. J'ai été longtemps à la recherche d'un jeu de figurines et de combat tactique. Ce qui m'a amené précisément vers ce jeu-là, ben, c'est la beauté du matériel et plusieurs arguments de vente des auteurs sur la campagne directement. Donc moi, sachant que je viens de l'euro au niveau des jeux de société, ça fait 7-8 ans que je suis à la recherche d'un bon jeu de figurines tactiques, d'arène, de combat. Et donc, c'est ce qui m'a amené à contribuer. Et qu'est-ce qui fait que ce jeu-là n'a pas rempli ce que tu avais comme exigence par rapport au jeu? Parce que je vois que tu as amené d'autres boîtes que tu vas nous parler brièvement. Mais par rapport à lui, qu'est-ce qui fait que finalement il a fini aux poubelles? Alors, premièrement, je pourrais commencer par dire que ça a pris 2 ans. Un petit peu moins de 2 ans, donc une vingtaine de mois avant de recevoir le jeu. Donc, quand ma copine m'a écrit pour me dire que j'avais reçu 5 pieds de haut de boîte de jeu, j'étais extrêmement excité. J'ai appelé mon ami Pierre, on s'est tout de suite lancé dans les règles. On a tous lu les règles et puis on s'est réunis autour de la table, on a déballé le matériel, on était excités comme des enfants d'école. On a donc seté le matériel et puis on s'est lancé dans l'aventure tête baissée en se disant allez, c'est ce soir que ça se passe. Ça faisait 2 ans que j'attendais ça. Comme tout bon soldat qui plonge dans l'arène.
Exactement. C'est bon. Alors, pour ceux qui ont peut-être suivi, Arena the Contest, c'est un jeu à multiples volets. Il y a notamment une grande campagne avec les monstres que vous voyez là. Il y a un mode de jeu coopératif où on va déambuler dans les donjons ensemble. Il y a un mode de jeu compétitif où est-ce qu'on va faire notre équipe puis on va s'affronter vraiment Il y a un contre du l'autre. team comme team, ouais, c'est ça. Tu peux avoir du 1 contre 1, du confrontation en équipe. Des campagnes. Il y a vraiment capture the flag, capture the orb. Ouais. Il y a vraiment plusieurs modes de jeu. Qui ressemble beaucoup à l'adaptation jeu vidéo en jeu de plateau. Parce que Exactement. c'est le genre de truc qu'on voit souvent avec les drapeaux et tout ça. Donc, ce que vous voyez devant, les différentes figurines colorées, ça se voulait différents rôles. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo Overwatch de Blizzard, c'était un des arguments de vente des auteurs même de dire on a voulu créer un Overwatch, le jeu de plateau. C'est-à-dire que les différentes couleurs de figurines ont différents rôles. C'est des classes. Des classes, exactement. Par exemple, on voit ici les gros méchants, les tanks, les brutes, il y a les guérisseurs, il y a ceux qui font de la magie, donc il y a différentes classes. Et la prémisse du jeu, c'est qu'on va se composer une équipe de 4 guerriers de différentes factions. Et avec notre équipe de 4, on va utiliser les combos de la synergie, si on veut, des pouvoirs des personnages pour vaincre notre adversaire. C'est ce qui t'avait plu quand tu avais eu donc l'information par rapport au jeu. Par contre, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas répondu à ce que tu avais? C'est le système de combat proprement dit qui devenait compliqué? Bon. Martin, dans le cadre du sujet. Entrons donc dans le vif du sujet. Oui. Donc, fini l'introduction. Qu'est-ce qu'il y en est et qu'est-ce qui s'est passé quand mon ami Pierre est arrivé chez moi pour jouer? La première des choses, c'est qu'il faut dire que c'est 3 auteurs d'Amérique du Sud qui ont un gros background de Donjons Dragons et aucun background de jeux de société. Donc, on retrouve de ce qu'on appelle de l'améritrash, c'est-à-dire avec les grosses figurines et tout. Et les gars ont un background de Donjons Dragons, comme je l'ai dit. Donc, on se lance dans l'aventure, comme je te dis, on met les 800 cartes de scénarios, de campagne, tout ça de côté, les différentes cartes qui permettent d'autres modes de jeu, et on se lance dans le mode le plus peu. Et rapidement, on s'aperçoit que le jeu ne fait aucun sens, le jeu est sans queue ni tête. Donc, voici pour la critique. Les personnages ont entre 50 et 80 points de vie. Donc déjà, on s'aperçoit qu'on va manquer peut-être un petit peu de finesse. Les plus gros pouvoirs peuvent faire jusqu'à 45 points de dégâts. Donc très rapidement, on se rend compte que le jeu manque un peu de finesse, un peu de pureté. Chaque personnage se voit attribuer 4 cartes de pouvoir. Et au final, on réalise que les pouvoirs sont pas si intéressants, synergisent pas ensemble du tout. Les pouvoirs, finalement, ça revient toujours pas mal à faire des dégâts. En plus, quand on rate notre attaque, il y a une valeur résiduelle de dégâts. Fait que finalement, ça revient à dire que quand on fait des dégâts, on va faire 33, 45 de dégâts. Quand on rate, on va en faire 22 à la place. Donc, on se rend compte que pour les fins de stratégie qui ont vraiment envie de se placer au bon endroit, de réfléchir à leur prochain mouvement, le jeu manque grossièrement de subtilité. C'est vraiment du gros rentre-dedans. Le matériel aussi, c'est sans queue ni tête. Il y a des centaines de jetons. Les personnages se voient imposer des... On n'en voit plus, parce que on n'en voit plus. Mais les personnages se voient imposer des états là, d'empoisonner, d'immobiliser, bref, toutes sortes d'états qui font qu'on est toujours en train de rechercher dans le matériel. C'est le gros des défis d'à peu près les concepteurs, c'est de simplifier le jeu, parce que c'est facile d'en ajouter pour un état supplémentaire, un jeton, une page de règles. J'ai vu le livre de règles que tu m'as montré pour la résolution d'un combat, et c'est sur 4-5 pages, juste pour comment comprendre la structure du combat. Fait qu'effectivement, ça devient compliqué, et si on a besoin de s'y référer toujours, c'est l'enfer. Alors, c'est un système de combat, effectivement, qui est inspiré de Donjons Dragons, qui, moi, me rappelait, pour les plus geeks d'entre tes auditeurs, la 2e édition de Donjons Dragons avec le TAC 0, le TACO. Donc, un système de D20 hyper compliqué pour savoir si on touche. La résolution d'un combat, Martin, combien tu penses qu'elle fait d'étapes? Juste, je t'attaque, je vais lancer le dé, tu vas lancer le dé.
Combien tu penses qu'il y a d'étapes dans les règles du jeu? Ben, j'ai 16, tu as 9, alors je te touche. Alors, tu as la bonne prémisse. Malheureusement, le schéma, l'organigramme de résolution d'une simple attaque fait environ une quinzaine d'étapes. Puis là, tu le montreras à l'écran et je me trompe peut-être, mais c'est entre 12 et 15 étapes. Donc, ça va de déclarer la cible, tu peux intervenir. Alors, à toutes les étapes, un peu comme dans Magic the Gathering, tu peux toujours intervenir avec différents pouvoirs. Et là, on va déterminer tous les bonus de mon attaque. Donc, moi, effectivement, je vais jeter le dé blanc. À la base, c'est simple. Mais là, on va me rajouter des bonus d'état, les fameuses. On va me rajouter des bonus passifs. On va rajouter des bonus de mon emplacement sur le plateau. On va rajouter des bonus d'aura des personnages qui sont autour de moi. On va me rajouter des bonus qui auraient été incantés par un autre de mes personnages. Ensuite, on va tout regarder sur le plateau. Est-ce que je te vois? Est-ce que tu es sur un mur en coin? Est-ce que tu es en parallèle? Est-ce que j'ai deux figurines? Est-ce que tu es en sandwich avec deux de mes figurines? Parce que ça pourrait me faire d'autres bonus. On va regarder tes bonus d'état à toi de défense. Est-ce que tu es supporté? Est-ce que tu es derrière un mur? Est-ce que tu as du couvert? Alors, tout ça est sans queue ni tête. On va passer un 7-8 minutes juste à regarder et à se souvenir des états pour un seul lancement de dés qui va finir finalement, si je te touche, par quelque chose comme 44 de dégâts. Et si je te rate, et c'est un des points du jeu, il y a le residual damage, la valeur de dégâts résiduels, qui fait qu'au final, si j'ai raté tout ça, je te fais comme 26. Tu sais. Donc, moi, tout de suite, on a joué 3 parties avec Pierre. On s'est quand même vraiment donné. On a essayé d'autres personnages et on s'est rendu compte que l'expérience se répétait. C'était sans queue ni tête. On a exploré un petit peu qu'est-ce que pourrait être une campagne, c'est-à-dire, mettons qu'on se retrouve devant ce dragon-là. Et on s'est rendu compte, parce qu'en mode campagne, il faut savoir, en mode campagne coop, qu'on contrôle chacun un seul personnage. Okay. Donc, et là, on s'est c'est une campagne qui se joue mieux à 4 joueurs, probablement. Ouais, sinon on contrôle 2 personnages chacun, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Sauf qu'on va se retrouver 4 autour d'un gros dragon qui est auto-géré par un deck de cartes. Ça va, c'est déjà vu. Mais on va se retrouver à lancer des dés, sans aucun égard stratégique à où on est positionné, sur quelle case, est-ce que je vais terminer mon mouvement. Donc moi... Malgré le fait que tu as une série de plateaux que tu as conservés. Effectivement, parce que dans ma peur de manquer des choses, j'ai financé tous les plateaux. Donc, il y a un plateau volcanique de feu, un plateau de glace, il y a un plateau neutre où on peut faire un peu à la Heroescape ou à la HeroQuest à l'époque. On peut bâtir un peu la campagne qu'on veut. Mais au final, tout ça tombe à plat par un système mécanique qui est tout simplement pas amusant. Je vais faire une parenthèse parce que présentement sur Kickstarter, on a la deuxième campagne, c'est le deuxième projet de la compagnie et on a l'extension qui arrive avec Tanares qui ajoute des heures à la campagne donc coop que tu viens de parler, mais également une version 1.5. Donc il y aura peut-être des modifications de règles, souhaitons-le. Je l'ai lu rapidement, je le sais qu'ils ont essayé de peaufiner ça. Je pense que tu n'es pas le seul à avoir passé ce commentaire-là, mais malgré tout, il y a une cote de popularité énorme sur BGG. Ça me surprend beaucoup. Il est au-dessus de 9.2. Donc, je sais qu'il y en a des fanatiques de ce style-là et qui ont besoin d'avoir ce côté-là plus près du Dungeons & Dragons. Mais on s'éloigne beaucoup du jeu de plateau. C'est un peu le cas avec Sword and Sorcery. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, là, mais c'est un jeu très complexe de ce même style-là. Mais amateur de décision fine, amateur de pureté, amateur de jeu un peu plus direct, se tenir loin de ça. Je peux par contre peut-être parler des choses qui ont bien été dans cette campagne-là. J'espère qu'il y en a un peu quand même. Je ne peux pas tout leur enlever. Premièrement, le matériel est superbe. Donc, je ne sais pas si on peut bien le voir. Oui, mais vraiment, le matériel est superbe. Les figurines, c'est une belle réussite. Le suivi des auteurs, pendant les 2 années, sans exception, j'ai eu un courriel, un email le lundi matin pendant 2 ans.
il venait au courant de tout ce qui se passait, du bateau, des figurines, du développement, de ce que les gens aimaient moins. Ça, c'est rassurant pour ceux qui ont contribué. Ils ont été extrêmement à l'écoute des commentaires sur Board Game Geek, notamment concernant le design des plateaux. Il y en a qui craignaient la beauté physique des plateaux. Ça a tout été refait. Ça, c'est la belle version. Donc, les auteurs, vraiment, j'avais pas à m'inquiéter. Chaque semaine, pendant 2 ans, j'ai reçu des nouvelles. Le matériel est fantastique. Mais pour la mécanique du jeu, on passera. On repasse là. Ça n'a pas répondu à ce que tu cherchais. Non, effectivement. Par contre, tu nous as... on va tout de suite passer donc à ce que tu recherchais parce que à la base, tu dis que tu parlais d'Overwatch, tu cherchais donc un jeu d'arène. Tu m'en as même fait acheter un récemment sur Kickstarter et tu en as amené quelques-uns qui, selon toi, pourraient être une bonne alternative pour ceux qui encore une fois, ça ne concerne que moi, mais moi, je pense que toutes les raisons qui peuvent pousser un internaute ou un de tes abonnés à vouloir financer ce projet-là, ce que je crois les gens recherchent dans un jeu comme ça, peut être beaucoup mieux accompli par d'autres titres que je t'ai amenés ici. Vas-y, présente-nous ça. Donc, rapidement, en fait, dans mon aventure de la recherche du jeu de combat tactique parfait, mon aventure a commencé par Battle Lore, la 2e édition. Pas le premier Battle Lore, c'est vraiment 2 jeux vraiment différents. Battle Lore, 2e édition, a encore plus de figurines que ce jeu-ci. C'est un jeu aventure médiévale fantastique. Les figurines sont asymétriques, les races sont asymétriques, mais le système de jeu, beaucoup plus payeux. C'est FFG, là, c'est sûr que ça reste accessible. Ouais, exactement. Effectivement. C'est un jeu où les décisions qu'on prend ont un effet direct, où chaque partie est un peu une aventure en elle-même. Chaque partie qu'on va jouer de Battle Lore 2nd Edition va un peu être une aventure en soi qu'on peut raconter. J'ai un peu l'impression, quand je finis de jouer à ce jeu-là, qu'un barde pourrait raconter ce qui s'est passé dans cette partie-là et ce ne sera pas du tout la même chose que la partie d'avant et la prochaine partie. Ça, c'est déjà bon. Ouais, donc un des points positifs, c'est de celui-là, c'est son asymétrie, son asymétrie dans les mécaniques, pas dans les mécaniques de jeu, mais c'est-à-dire dans ce que le jeu peut créer comme situation un peu fantastique. Comme Pierre aime le dire, c'est des jeux qui créent des situations. C'est un jeu qui crée des situations, effectivement. Bon. J'ai amené Quantum, ceux qui le connaissent ou pas, vous pourrez peut-être aller voir et tu pourras peut-être mettre des images. Quantum, à la base, c'est un jeu de combat galactique et les vaisseaux sont représentés par des D6. Donc, c'est très minimaliste, il n'y a pas de figurines dans celui-là. C'est pour ça que je suis très surpris quand tu l'as amené par rapport à ce comparatif-là. Moi, je pense qu'on va acheter ce jeu-là pour les mêmes raisons qu'on va vouloir jouer à ce jeu-là. Okay. C'est-à-dire, on se déplace, on attaque et on fait des combos qui synergisent entre nos différents vaisseaux. Pour la synergie, effectivement, c'est présent. Exactement. Ouais. La raison pourquoi je présente Quantum aujourd'hui comme une solution à ce jeu-là, c'est par sa pureté. Les vaisseaux de 1 se déplacent d'1, les vaisseaux de 3 se déplacent de 3. C'est très lui, simple. c'est complexifié en essayant d'ajouter des choses. Lui a gardé ça au minimum et ça reste efficace. Exactement. Donc, ici, chez Randolph, pour ceux qui connaissent l'auteur Alex Randolph, le motto d'Alex Randolph, c'était un maximum de complexité pour un minimum de règles. Alors ici, on est à l'inverse complètement de ça. Exact. Alors, dans Quantum, on est vraiment là-dedans. Target, donc, très simple, les règles, et très complexes, les situations qui peuvent être créées. Super. Il t'en a un dernier? Tout ça nous a amené, après 7 longues années, je vais vous donner la solution. Vous êtes chanceux, vous n'aurez pas à vivre ces 7 années de recherche. Et surtout, pas dépenser 300 $ US pour rien. Exactement. C'est mon petit dernier. C'est une découverte que j'ai faite il y a environ 1 mois. Et là, vraiment, on est dans le même jeu, mais fait par des auteurs de jeux de grand talent et avec des mécaniques vraiment impeccables. Aristeia. Et j'ai amené des petites boîtes d'extension. Il y en a plusieurs. Donc, Aristeia, à la base, ça se veut un combat d'arène. Même chose que ça. C'est une arène hexagonale, par contre. On va, et là, ça va vous rappeler quelque chose, on va se sélectionner 4 figurines et notre adversaire 4 figurines, exactement comme dans la version versus de Arena de Contest. Donc, même principe.
Nos personnages sont hautement asymétriques, comme ce qui était promis dans les figurines de Arena de Contest. Par contre, là où le jeu Aristea brille, c'est dans la pureté des règles. Donc là où on avait 45 points de victoire, on va en avoir 4. Là où on frappait à 33 de dégâts, on va frapper de 1 ou 2 à 3. Donc ça reste plus calculable, plus pur, plus simple, ça revient au même, élégant. Hein, 100 points puis 10 points, c'est le même principe. Ça revient au même, mais au final, on se perd un peu là-dedans. Tu sais, quand tu peux avoir une portée de 1 ou une portée de 11 ou une portée de 17, ça devient un peu le foutoir. Alors que là-dedans, ta portée, ça va être 1, 2 ou 3. Donc, vraiment, les décisions que tu prends sont plus réfléchies, sont plus posées, sont plus contenues, sont vraiment meilleures. Chacun des personnages a 3 ou 4 habiletés, une passive, 3 actives, à savoir qu'on peut les activer. Donc, encore une fois, on est sur des résultats de dés, mais on va pouvoir altérer nos dés. Ouais, c'est ce que je vois avec les cartes. C'est des cartes qui vont te permettre, selon ce que tu vas faire, donc de brasser un nombre de dés, puis... Exactement, on va lancer un certain nombre de dés qui vont nous attribuer des succès, l'autre peut bloquer. Le nombre de situations qui peuvent être créées virtuellement est fini. On retrouve vraiment dans Aristea le jeu Overwatch. Vraiment, c'est le même sentiment qu'Overwatch, c'est-à-dire qu'on a une vingtaine de héros, que les héros sont vraiment tous très uniques. La synergie entre les pouvoirs des personnages impeccable, mais là vraiment, juste par la sélection de nos 4 personnages, on peut déjà il y a déjà une stratégie qui s'installe dès le repêchage de tes personnages. Exactement, donc ça c'est super intéressant. Et ensuite, dans l'exécution, c'est un jeu où c'est vraiment la personne la plus intelligente ou la personne qui va le mieux réfléchir qui va gagner. Puis moi, c'est ce que je cherchais. J'ai perdu ma partie contre Pierre. J'étais fâché, mais j'étais tellement content que le jeu permette ça. Oui. J'étais super content que le jeu permette ça. Tu me disais que tu avais été surpris par le déroulement final avec la chaîne d'action qui avait été créée. Exactement. Par Pierre, puis la chaîne d'action n'a pas été faite au hasard. Là. Elle a été réfléchie par un être humain, que le jeu permette ça. J'étais vraiment content, même si c'était à mon désavantage dans le cas de cette partie-là. Okay. Mais vraiment, Aristea, c'est ma découverte. C'est tout ce que ce jeu-là aurait dû être, selon moi, sauf le côté campagne. Le côté campagne, c'est la seule chose dont je ne peux pas parler. Mais vraiment, mécaniquement, ce jeu-là, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. On n'est pas dans le plaisir. Vous l'aurez entendu à la Société des Jeux. Alors, c'est l'avis de Guillaume ici. C'est mon humble avis. Qu'on vous partage, qu'on vous laisse prendre vos décisions par rapport à la campagne. Donc, allez jeter un coup d'œil. On mettra en lien le lien pour la campagne Kickstarter présentement en cours. Alors, vous serez au moins averti que Guillaume n'a pas aimé. Résultat, c'est fini aux poubelles. Alors, voilà. Ça donne une bonne idée de comment il a apprécié le jeu. Merci de m'avoir reçu, Martin. C'était un plaisir de partager mon opinion, même si elle était négative. Ça a été un plaisir de partager avec tes abonnés. Une super entrée en matière. Tu t'es fait plein d'ennemis aujourd'hui. Écoutez, je ne demande qu'à me faire prouver que ce jeu-là est un chef-d'œuvre mécanique. C'est bon. Donc, appréciez la vidéo, pouce en l'air, commentaire, n'hésitez pas. Guillaume, si vous avez des questions, j'imagine qu'il va y répondre. Avec plaisir. Puis on se revoit prochainement, probablement une autre vidéo en ta compagnie. Ça va me faire plaisir, en souhaitant que ça sera une vidéo que peut-être sur autour d'un jeu que j'ai apprécié cette fois-ci. Tu nous présenteras Aristea. Avec plaisir. Salut tout le monde, à la prochaine, bye.